Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons nous intéresser aux résultats de l'étude réalisée par Uptic sur les enjeux et les défis liés à l'ouverture des centres de contact. Je suis Sandrine Lessens, en charge du marketing et de la communication pour Avaya France. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Didier Lambert, Emmanuel Chup et Sébastien Deluc, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Didier. je suis Emmanuel Chup, je suis le directeur pour Avaya France. Je suis ravi de vous retrouver sur ce webinaire. On est accompagné de Sébastien qui va se présenter et notre expert Didier. Bonjour à tous et à toutes, Sébastien Deluc, je suis sales spécialiste chez Avaya, je suis en charge de la transformation vers les projets cloud et de centre de relations clients pour nos clients. Et je laisse Didier se présenter et faire la suite du webinaire. Bonjour à tous également, donc Didier Lambert, je suis le fondateur de la plateforme Uptic et je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter les résultats de la deuxième étude réalisée par Uptic et parrainée par Avaya sur l'ouverture des centres de contact. Je pense qu'on va démarrer directement sur l'analyse pour croiser un petit peu. Oui, alors je voulais juste préciser avant que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. Et oui, effectivement, Didier, première question, est-ce que tu peux nous redonner un peu le contexte de cette étude et pourquoi le sujet te semblait important à traiter ? Oui, tout à fait. Le contexte est que, en fait, on se rend compte depuis plusieurs mois, j'allais dire plusieurs années, en fait, que la notion d'expérience client prend le dessus sur les autres préoccupations ou fonctionnalités du marché des communications d'entreprise. Et dans le cadre de cette expérience client, il y a un phénomène important qui est l'intégration des fonctionnalités externes à la liste de fonctionnalités officielles d'une plateforme de centre de contact ou de centre d'appel. Et cette ouverture potentielle, en tout cas, de ces plateformes génère pas mal d'interrogations, permettent un certain nombre de fonctionnalités, mais aussi engendre des complexités ou des interrogations, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, pointues. Donc c'est dans ce sens-là et dans cet objectif-là que j'ai lancé cette enquête sur cette ouverture des centres de contact avec 6 questions, en fait, adressées à une centaine, 96 pour être précis, consultants, experts du domaine, soit du centre de contact en lui-même, soit de l'expérience client, ce qui est un petit peu différent, mais qui se rejoint très rapidement. Donc l'enquête a été lancée sur janvier et février de cette année, donc c'est relativement frais. Et donc, les 6 questions, on va les passer en revue avec, c'est l'objectif de ce webinaire, un échange en fait de compréhension sur l'analyse des résultats qui vont vous être présentés. Oui, tout à fait. Et nous sommes ravis d'ailleurs de pouvoir t'accompagner sur cette étude sur les API. Et d'ailleurs, donc je me tourne vers Emmanuel. Est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs qui est Avaya et le positionnement et pourquoi du coup on a souhaité accompagner Uptic sur cette étude en particulier. D'accord. Écoute, on est ravis d'accompagner Didier sur cette étude. Alors en 2 mots sur Avaya, on est un leader mondial reconnu dans la relation client. Donc c'est une expérience, on va dire qu'on offre unique pour les collaborateurs et les clients de nos propres clients. Donc on a une approche très basée sur l'aspect connectivité des clients de nos clients avec des différents agents. On a depuis 25 ans maintenant d'existence 6,5 ou 6,1 millions d'agents en fait, connectés sur notre plateforme dans le monde et 93 millions d'utilisateurs de nos plateformes d'Unified Communications, ce qui nous rend, on va dire, légitime pour observer un peu les tendances du marché et avoir un positionnement technologique assez fort sur l'ensemble du marché ou au moins sur les différents développements que l'on met en place. Donc on est éditeur de nos propres solutions. On a des centres de R&D répartis dans le monde. On en a 3 grands qui sont l'Inde, les États-Unis et l'Irlande. Et toutes nos solutions sont disponibles soit on-premise, classiquement, on va dire un modèle un peu plus
traditionnel qu'on connaît un peu tous. On est dans un modèle pur cloud public, qui est une tendance assez forte du marché pour certains cas d'usage, notamment l'aspect digital, en fait, qui sont des réseaux sociaux nativement dans le cloud. Et puis, on a celui du milieu qui est une partie hybride où on a une partie de notre solution, notamment en général la voix qui est portée sur une solution on-premise qui peut être hébergée où on veut, dans un cloud souverain ou dans le data center d'un client, très customisé. Ça, c'est toujours très apprécié des grands outsourceurs qui sont nos principaux clients aujourd'hui dans le monde. Et puis, une partie de l'innovation qu'on va récupérer dans le cloud et qu'on interconnecte. Voilà. Donc, on n'a pas de religion, si je veux dire, en fait, sur la partie cloud public ou cloud privé. On a toutes nos solutions qui se déclinent dans les deux cas. D'où, effectivement, cette appétence pour les API, pour introduire un peu le sujet. Puisqu'effectivement, on est plutôt dans le concept chez Avaya de pouvoir se dire, on va présenter nos technologies en fait vers de l'innovation externe. Donc, on a effectivement soit nos propres solutions dans le cloud qu'on va interconnecter avec nos solutions, soit on a des partenaires tiers, on a un écosystème assez large, puisqu'on a plus de 10 000 partenaires aujourd'hui qui travaillent avec nous, qui sont soit des revendeurs, soit des partenaires technologiques dans 180 pays du monde. Donc, on est capable d'avoir des partenaires mondiaux, puisque les gros partenaires qu'on peut avoir, c'est Google, Microsoft, Verint. On a plusieurs types de partenaires mondiaux qu'on peut effectivement utilisé partout dans le monde, et c'est du fait de la taille de Avaya dans le monde. Et on peut aussi avoir des partenaires plus locaux qui répondent à une problématique de marché sur lequel c'est important d'avoir une API ouverte, une ouverture d'esprit pour pouvoir s'interconnecter. Et on est, pour finir, toujours très fortement impliqué dans la création de brevets, puisqu'on a aujourd'hui plus de 4000 brevets déposés, sur lesquels on travaille de façon intensive, et ces brevets, soit on les utilise nous-mêmes, soit on les revend, soit effectivement on les met à disposition de tiers. Donc pour nous, cette connexion sur l'ouverture du monde et sur l'interopérabilité de nos plateformes avec l'ensemble du marché est un point très important pour nous. Donc on n'a pas de secteur privilégié de marché, mais on va effectivement rentrer sur des points forts. Si on regarde un peu où sont effectivement mises nos technologies, on est très présent dans les gouvernements fédéraux et nationaux, dans 97 pays qui ont souhaité effectivement utiliser Avaya pour leur déploiement. On a aussi un secteur fort qui sont les grandes compagnies aériennes, parce que les 10 premières grandes compagnies aériennes utilisent de l'Avaya. Donc on a développé un axe fort en fait sur cette partie de retail, ou au moins de relations clients, qui a un turnover très important avec des moyens de communication qui sont très ouverts. Donc là, on est obligé de s'intéresser sur des sites et sur les applications qui existent déjà. Et on a on a effectivement les grandes entreprises automobiles et le secteur financier qui sont présents aujourd'hui avec nous dans le banque mondial. Donc on a vraiment développé une expertise dans chaque vertical qui nous semble les plus appropriés sur notre partie contact center. Voilà en 2 mots comment est Avaya. Merci Emmanuel. Donc on va passer à la première question. Donc elle concerne les besoins auxquels répond l'ouverture des centres de contact. En gros, pourquoi ouvrir son centre de contact à des applications tierces? Didier, alors quel éclairage tu peux nous donner? Alors, je ne vais pas passer en revue tous les chiffres, je vais juste faire un focus sur ce qui me paraît intéressant à commenter. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'éterniser sur la première ligne qui ressort comme la grande gagnante de cette première question. Les besoins, évidemment, ils sont majoritairement aujourd'hui tournés vers la recherche d'une expérience omnicanale la plus fluide, la plus poussée possible par les organisations. Je pense que ça, c'est un chiffre qui ne va pas forcément, qui va pas surprendre grand monde. Par contre, à mon avis, plus intéressant, c'est les 2, voire les 3 lignes suivantes, où on voit qu'en fait, derrière cette recherche d'optimisation de la relation client, de l'expérience client, se greffe la recherche en fait de fonctionnalités qui émergent, j'allais dire chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas chaque mois sur le marché, et qui permettent de fonctionnaliser un existant, un centre de contact ou un centre d'appel existant au travers de fonctionnalités additionnelles qui ne sont pas forcément d'ailleurs accessibles dans des versions sur site.
C'est pour ça qu'on voit que sont considérés comme importants ou très importants plus de 85% des répondants vont dans ce sens-là en tout cas. Donc ça, c'est le premier point qui paraît intéressant. Ensuite, la question des nouvelles fonctionnalités dont je viens de parler, elle est aussi associée à des questions de prix. Parce que pour les entreprises, il est souvent, économiquement en tout cas, plus intéressant et peut-être plus facile, d'ailleurs, lié à la mise en œuvre au déploiement de ces solutions, d'aller chercher ponctuellement les fonctionnalités additionnelles dont ils ont besoin pour compléter leur existant. C'est pour ça que là aussi, on est presque pas 90, mais pas loin, 89% des réponses fournies par les personnes que j'ai pu interroger. Et puis le dernier point sur cette slide, c'est la question de l'intégration du centre de contact dans l'entreprise en tant que ce qu'on avait formulé dans le questionnaire, un élément clé de la gestion des processus de l'entreprise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quelle mesure, en fait, une plateforme comme une plateforme de centre de contact devient un élément central dans la gestion des flux, que ce soit interne ou externe, de l'entreprise. Donc ça va être valable dans plusieurs aspects, décliné de plusieurs façons, cette logique-là. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces plateformes de gestion de la relation, encore une fois que ça soit interne ou interne, elles deviennent un élément incontournable, notamment pour des logiques, par exemple, d'efficacité, de productivité ou d'automatisation. Voilà. Donc en fait, ce sont donc les lignes 2, 3, 4 qui, pour moi, sont les plus instructives dans cette première question qu'on a posée à cette centaine de consultants français interrogés. Merci Didier. Et du coup, chez Avaya, on sait que le parti pris est une ouverture le plus large possible des API. Emmanuel, comment ça se passe concrètement? Quel est en fait l'objectif derrière ça pour Avaya? Ouais. Alors en fait, il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de proposer on parlait tout à l'heure au début de l'introduction, on parlait de l'expérience client et collaborateur, hein, puisqu'on a cette vocation et cette mission d'offrir la meilleure performance pour nos clients entreprises, qui puissent effectivement offrir le meilleur parcours à leurs clients. Donc là-dessus, on peut pas être parfait sur tout l'ensemble. On s'intègre dans un écosystème. On s'intègre dans un système d'information, hein, puisqu'effectivement, on va avoir des CRM, on va avoir effectivement des moyens de communication autres, on va avoir des moyens de monitoring, on va avoir des applications métiers qui se connectent en fait sur le contact center. Nous, on est un orchestrateur en fait de la relation client. Donc, on a une vocation à pouvoir s'intégrer dans un système, on va dire plus ou moins ouvert, d'un système d'information plus ou moins ouvert. Donc, ce management des API et cette mise à disposition gratuite, parce que je le répète, on met à disposition gratuite nos API sur le marché. Donc on a un catalogue d'API qu'on met effectivement à disposition des développeurs qui veulent effectivement s'intégrer avec nos plateformes. On le fait de façon à pouvoir effectivement améliorer cette expérience client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'innovation technologique. Donc là, on va plutôt se tourner non pas vers une intégration des systèmes d'information existants, mais plutôt sur l'apport d'une valeur par rapport à une orchestration de communication, une orchestration des moyens de relation client chez un prospect ou chez un de nos clients. C'est d'apporter le best of breed. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines fonctionnalités qui sont très bien développées chez notre écosystème technologique. Et donc, on a nous-mêmes, je prends le cas du recording, par exemple, du workforce management ou de l'intelligence artificielle, on a nous-mêmes chez Avaya des moteurs qu'on a développés ou des fonctionnalités qu'on a développées. On va trouver des spécialistes de chaque domaine qui vont effectivement répondre à une problématique client peut-être verticale ou d'un besoin très précis. Donc, on va plutôt utiliser des spécialistes du domaine, les intégrer dans notre solution et offrir de façon transparente la fonctionnalité à nos clients finaux. Donc, il y a deux objectifs principaux. On sent, si on regarde les quelques études de marché qui sont disponibles sur le management des API, qu'une progression de ce marché, donc des gens qui sont spécialistes de management des API, en fait, hein, de la relation de ces API, ça monte à peu près entre 25 et 30% par an, ce chiffre d'affaires de management des API. Donc, on voit qu'il y a une vraie appétence pour le marché de pouvoir disposer d'API et de pouvoir effectivement
avoir la meilleure façon de pouvoir faire du best of breed et offrir des solutions qui soient composables, en fait, pour avoir une expérience composable en fonction d'une verticalité ou d'un besoin marché. Très bien. Donc, on va passer à la deuxième question. Elle concerne la valeur ajoutée que les clients attendent de la part des consultants. Donc, je me tourne vers Didier. Qu'est-ce que tu peux analyser sur ces résultats? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, là encore, je ne veux pas analyser chacune des lignes, mais essayer de me concentrer sur les points importants. Ce qui est pour moi instructif, c'est qu'il y a vraiment une confirmation, notamment au travers du score de la première ligne sur les besoins. Donc en fait, on proposait dans les choix, est-ce qu'un des besoins, c'est de se faire accompagner en tant que client dans l'expression de besoin, la compréhension en fait de ces nouvelles fonctionnalités liées à l'ouverture d'un centre de contact grâce aux API, aux connecteurs, et qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est vraiment ça le point qui ressort. Donc on voit là qu'il y a un rôle, j'allais dire, de révélateur. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas, les cabinets de conseil aujourd'hui sont vraiment attendus par leurs clients dans la compréhension de ce que c'est que ces nouvelles fonctionnalités liées à l'ouverture des centres de contact, ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut impacter le fonctionnement, la productivité, l'efficacité, voire la rentabilité d'une entreprise. Donc cette notion de révélateur, pour moi, elle est très importante. Ensuite, au-delà de cette capacité, en fait, accompagner les clients dans le fait d'accoucher leurs besoins et de les comprendre, il y a aussi les questions de mise en œuvre, de déploiement qui ressortent dans les réponses à cette deuxième question. Clairement, aujourd'hui, même si les clients ont une idée un peu précise, on va dire, de ce vers quoi, en tout cas, ils ont envie d'aller, la façon d'y aller, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et sur lesquels les cabinets de conseil ont un rôle extrêmement important à jouer, tout simplement. Je voudrais souligner la ligne concernant la formation et l'accompagnement. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les propositions faites par les cabinets de conseil. Et la formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas à négliger. Parce que malheureusement, j'allais dire, quand il y a des choix qui doivent être faits en termes budgétaires dans le cadre d'appel d'offres, ces aspects de formation sont souvent, en tout cas, les premiers à être sacrifiés, entre guillemets. Or, c'est pourtant un des points sur lesquels, là encore, les cabinets de conseil sont bien attendus. Donc, un point que je souligne parce que c'est un point récurrent qui, dans les échanges que j'ai avec les cabinets de conseil, m'est remonté. Alors, un dernier point que je vais faire sur cette slide pour aller à ce qui me paraît intéressant de pointer, c'est la gestion des risques. Ça répond un petit peu à ce qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel sur ces connecteurs et les sociétés spécialisées dans la gestion des API, le management des API. Il y a une dimension effectivement de complexité, mais il y a aussi une dimension risque. Malheureusement, aujourd'hui, la cybersécurité, elle est focus dans tous les sujets qu'on peut lire dans la presse, et elle concerne aussi ces aspects de connecteurs. Donc, les sociétés qui se spécialisent sur le management des API sont aussi en général spécialisées dans la sécurisation des API, ce qui est un point qui reste quand même relativement important là, dans les réponses qui sont fournies par les consultants qui ont été interrogés par cette enquête. Donc, je ne sais pas si côté Emmanuel ou Sébastien, il y a des commentaires particuliers sur ce point-là, mais en tout cas, je vous laisse la parole pour avoir votre perception de ces résultats. Évidemment, c'est un point qu'on n'avait pas. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Didier, sur les gens qui managent les API. On a une partie sécurité, ou peut-être Sébastien reviendra un peu. On a mis chez nous en fait, alors pas que pour les API, mais on a effectivement des tests réguliers. On a une équipe dédiée en fait mondiale
sur tous les aspects cybersécurité de nos solutions. Donc, on fait des tests de pénétration, on fait des tests d'interopérabilité et on a effectivement un catalogue de normes qu'on respecte pour pouvoir mettre une API sur le marché. Donc, on a une sensibilité particulière. Et je sais qu'on travaille mais peut-être Sébastien, tu sais mieux que moi, on travaille avec des sociétés externes mondiaux, acteurs mondiaux pour pouvoir effectivement faire le test d'intrusion et de cybersécurité sur nos API. Donc c'est un point très important que je n'ai pas mentionné, mais effectivement avant qu'on mette quelque chose sur le marché, on va nous-mêmes faire des tests et je sais qu'effectivement ceux qui managent les API au niveau worldwide et ceux qui ont ce marché font aussi eux-mêmes en fait une sécurisation poussée des différents logiciels API qu'on met sur le marché. Ouais, c'est un point qu'on verra tout à l'heure après dans les différentes questions. Donc, on va passer à la troisième question, donc elle concerne les cas d'usage qui sont les plus souvent représentés dans les projets d'intégration. Didier? Alors là, juste pour préciser, ça peut sembler répétitif par rapport à la question, mais ça l'est pas. En fait, la question, c'est, je vous rappelle, on s'interrogeait sur les besoins perçus par le client final au travers des consultants. Là, on s'intéresse sur les cas d'usage sur lesquels les consultants sont le plus souvent interrogés par rapport à ces possibilités d'ouverture et d'interopérabilité des centres de contact. Donc, de manière assez cohérente, on voit qu'évidemment la gestion de la relation client est un élément largement prioritaire dans les cas d'usage. Donc, comme pour la première question, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là que tout le monde a en tête en permanence, je pense. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement, au-delà de la notion un peu générale de la gestion de la relation client, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, qu'est-ce qu'on en fait derrière. Donc, typiquement, les logiques d'omnicanalité, on voit que là, alors je n'ai pas refait le calcul, mais on est à peu près 2/3 des répondants qui nous disent aujourd'hui, on est interrogé dans le déploiement de capacités omnicanal vis-à-vis des centres de contact qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un domaine d'accompagnement important pour les cabinets de conseil vis-à-vis de leurs clients. Après, sur un ordre de grandeur un peu équivalent, c'est les logiques de collaboration, cette fois plutôt interne. On sait bien aujourd'hui qu'au niveau des centres de contact, le fait de pouvoir faire converger d'un côté la plateforme tournée vers le client ou l'extérieur en tout cas et les outils de collaboration productive interne, notamment tout ce qui est messagerie instantanée interne, etc. C'est un point extrêmement important qui améliore en fait la productivité des agents, notamment des centres de contact, qui peuvent, grâce à ces intégrations, faire appel à l'expertise interne quand ils sont en situation de devoir répondre à des questions un peu pointues vis-à-vis d'un client. Donc ce point-là, il est pas loin également des 2/3 de réponses faites par les consultants interrogés. Donc pour moi, c'est un point important qui complète en fait les logiques d'omnicanalité. On a la fameuse